Ces dernières années, les sujets internationaux font la une de l'actualité de manière plus forte qu'habituellement. En dépit du feuilleton de l'élection présidentielle, la guerre en Ukraine a occupé les esprits en France en 2022. La lutte contre le terrorisme au Sahel aussi. Et depuis le 7 octobre dernier, ce sont les soubresauts au Proche-Orient qui mobilisent nos temps de cerveau disponibles, déchirent notre classe politique et l'opinion publique elle-même. En filigrane de toutes ces crises, un constat, l'affaiblissement diplomatique de la France, puissance européenne historique, ancien empire colonial et membre du Conseil de sécurité. Affaiblissement en Afrique, en particulier au Sahel, affaiblissement au Proche-Orient. Pourquoi la France tombe? J'en parle avec Bertrand Badi, politiste, professeur émérite à Sciences Po et auteur de nombreux ouvrages dont Pour une approche subjective des relations internationales, paru aux éditions Odile Jacob. C'est la nouvelle édition de sa chronique « Le monde n'a pas de centre » sur le média, disponible sur le canal 350 de la Freebox, sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet. Bonjour Bertrand. Bonjour. Nous enregistrons cette émission le vendredi 1er décembre, alors qu'une trêve technique, on va dire, qui avait été engagée entre l'armée israélienne et les groupes palestiniens vient d'être rompue. C'était une trêve ponctuée d'émouvantes libérations d'otages et de prisonniers. Le bonheur de Emily Hand quand elle retrouve les bras de son père. À 9 ans, elle était otage sans aucun membre de sa famille auprès d'elle. Hila Rotem, 12 ans, est-elle accueillie par son oncle. Sa mère, capturée avec elle, est restée à Gaza. Le Hamas aurait expliqué ne pas la détenir. Hier, la liberté avait un goût amer de séparation pour Alma et Noam, 13 et 17 ans, frères et sœurs, main dans la main, sur les images tournées par le Hamas. Leur père est resté à Gaza. Leur mère a été assassinée le 7 octobre. طبعا فرحتنا منقوصة لأنه في كثير شهداء بغزة. طبعا احنا بالسجن كانت مقطوعة كل الأخبار. لسه في 30 أسيرة موجودات داخل السجون بتنكل فيهم كل يوم. فيش أكل، فيش مي، فيش ولا إشي، فيش أواعي، بناموا على الأرض. الوضع جوا السجون كثير صعب. في 10 نساء جداد من غزة اللي تركوا أولادهم بالشوارع ووضعهم كثير سيء. حتى لما دخلوهم على القسم كان وضعهم كثير سيء. نكلوا بكل الأسيرات، ضربوا كل الأسيرات وقمعوهم. كمان نفس الإشي عند الأسرى. وأنا طالعة هددوني بأبوي، حكوا لي إنه أبوك عنا بالسجن وأي كلمة بتحكيها إحنا بنقتله وهو بالسجن. طبعا بوجه سلام لأبوي لكل الأسرى وإن شاء الله الحرية قريبة وحتمية للجميع. Bertrand, question d'actu chaude, qui a intérêt à la fin de la trêve et peut-on dire que c'est la fin des libérations, que cette parenthèse plus ou moins enchantée s'est déjà refermée? Alors, il y a plusieurs éléments. On avait oublié que trêve et cessez-le-feu ne sont pas synonymes. La trêve est un instrument tactique, là où le cessez-le-feu est un instrument stratégique, c'est-à-dire correspond à une vision politique d'ensemble. Là, c'était pas du tout ça. Il s'agissait d'une trêve pour obtenir, côté israélien, la libération d'un maximum d'otages, et côté Hamas, de pouvoir se reconstituer et souffler un peu après ce qui a été une attaque d'une violence inouïe et qui s'est révélée très destructrice. Donc, j'allais dire, même si ça fait mal de le dire ainsi, que le processus reprend tel qu'il a été interrompu il y a une semaine. En cela, ça ne peut pas être une surprise. Alors, derrière ça se cachent des arguments techniques, puisqu'il s'agit d'une évolution tactique. Ces changements techniques, c'est d'abord la modification, évidemment, de la composition de l'ensemble des otages qui sont retenus à Gaza. Il n'y a pratiquement, semble-t-il, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations, plus de femmes ni d'enfants. Donc on passe à une autre séquence qui est la libération des soldats, des hommes adultes
israéliens qui ont été pris en otage. Et là, les conditions de la négociation sont évidemment toutes différentes et il semble qu'il n'y ait pas d'accord entre les deux parties sur le type d'échange qui doit s'opérer. Mais d'une façon plus générale, ce qui est très compliqué en matière de trêve, c'est que tout le monde y a intérêt et en même temps, tout le monde à un certain moment a besoin de l'arrêter. C'est ça une trêve et c'est ça qui distingue du cessez-le-feu. Pourquoi tout le monde y a intérêt ? Parce que les combattants, que ce soit l'armée israélienne ou que ce soit les combattants du Hamas, ont besoin de se redéployer après une campagne intense de bombardements. Ça leur a permis de se redéployer. Mais ça veut dire que l'on a intérêt que l'adversaire ne prenne pas trop de temps pour se redéployer trop favorablement. Donc Israël n'a pas intérêt à ce que la trêve dure trop longtemps parce que cela risquerait de favoriser militairement le Hamas. Et le Hamas, effectivement, se méfie d'une trêve israélienne qui permettrait à l'armée israélienne de se redéployer de manière encore plus dangereuse qu'avant. Ça, ce sont les arguments de type militaire. Puis il y a des arguments de type politique. C'est-à-dire que depuis une semaine, on avait l'impression que le maître des opérations, c'était le Hamas. Le Hamas, non seulement décidait du moment, de la temporalité, mais plus que ça, devenait l'acteur incontournable de toute négociation. Ce qui, au fil du temps, habituait l'opinion publique et peut-être même les chancelleries des différents gouvernements étrangers à considérer qu'après tout, le Hamas est un acteur politique majeur avec lequel on peut négocier, puisque de facto, on a négocié pendant une semaine. Donc, côté israélien, l'idée de banaliser le Hamas, alors qu'il avait été criminalisé suite aux actes extraordinairement violente du 7 octobre, c'est une évolution qui ne pouvait pas évidemment convenir aux attentes israéliennes. Donc tout ça n'a rien d'étonnant. Tout ça fait partie de cette énorme ambiguïté que constituent les formes nouvelles de conflictualité. On oublie qu'on n'est pas dans une guerre classique à la Clausewitz, on est dans une forme de conflictualité où les liens entre les combattants et les sociétés, que ce soit la société israélienne ou soit la société palestinienne, sont des liens extraordinairement complexes. Si on ne travaille pas au quotidien sur ces liens, si on les laisse échapper aux perspectives que l'on s'est soi-même données, eh bien, effectivement, on risque de perdre militairement et politiquement. Finalement, quelque part, cette séquence de libération d'otages et de prisonniers a été aussi, d'une certaine manière, une phase humanisation du Hamas, d'une certaine manière, dont on voit qu'ils sont capables du pire, mais aussi de préserver la vie et la dignité des gens dans certains cas, parce que dans d'autres cas, ça n'a pas été le cas. C'était une phase aussi d'humanisation du côté, entre guillemets, israélien, puisqu'on voyait la joie que procurait le retour des prisonniers. Et il y a eu beaucoup de polémiques, notamment en France, sur, disons, le point qu'on pouvait donner à tel ou à tel, parce que, dans le fond, leurs prisonniers ne semblent pas tout à fait traumatisés. Alors, c'est très délicat d'en parler ainsi, mais cette phase d'humanisation, est-ce que ce n'est pas, au fond, quelque chose de positif dans la mesure où le monstre devient semblable, même si c'est insemblable, avec lequel on a des accords qui sont pour l'instant irréconciliables. Est-ce que c'est mauvais de considérer qu'au fond, qu'un prisonnier se sépare de son geôlier avec un shalom? Est-ce que c'est une chose moralement inacceptable? Alors, il y a deux éléments presque contradictoires. Le premier, c'est qu'il y a de part et d'autre une stratégie de communication comme on en a rarement vu dans les conflits. Si on se souvient même des guerres de décolonisation, ce type de précaution en matière de communication, cet effet d'image,
à une époque où l'image était moins importante qu'aujourd'hui, n'existait pas. Et si on se souvient de toutes les guerres relais, depuis la guerre du Vietnam jusqu'à la guerre d'Irak, tout ceci était inconnu. Donc là, on a vraiment l'impression qu'on atteint un niveau très élevé de communication et d'effet d'image de part et d'autre. Mais d'autre part, effectivement, ce que tu dis est quelque chose de très important pour aujourd'hui et surtout pour demain. C'est-à-dire, il faudra bien, un jour ou l'autre, que l'on se persuade qu'il est possible de coexister. D'ailleurs, c'est moi qui suis professeur de sciences politiques, c'est la finalité même de la science qui nous anime. C'est-à-dire, la seule définition possible du politique, c'est l'art de faire coexister des personnes différentes entre elles. Et donc, c'est ça le véritable enjeu. C'est ça le véritable enjeu des relations internationales. C'est pour ça que j'insiste tant sur la subjectivité et l'humanité. Les relations internationales ne font pas exception, comme on l'a dit sous la guerre froide, comme Raymond Aron le prétendait en parlant de l'affaire du diplomate et du soldat. Non, les relations internationales, c'est affaire d'humanité. Et c'est vrai qu'il y a eu pendant toute cette semaine une certaine expression humaniste qui tranchait avec l'horreur absolue qui était celle du 7 octobre et l'horreur aussi que constituaient ces bombardements à répétition sur Gaza et qui ont quand même fait environ 15 000 victimes. Il semble maintenant que les chiffres soient indiscutables. Donc il y a eu un retour de l'humain pendant une semaine et je pense que ça, ce n'est plus effaçable. C'est-à-dire que c'est le début de quelque chose dont on aura absolument besoin pour après. Moi, ce qui me frappe dans le conflit israélo-palestinien, c'est qu'on a très rarement, presque jamais parlé de l'après. Comme si on voulait, presque de part et d'autre, que ce conflit dure éternellement. Là, on avait un peu l'impression qu'on était dans le début de l'après. Et effectivement, on s'est aperçu qu'il était possible de travailler même avec celles et ceux que l'on considérait comme innommables, comme inacceptables dans leur comportement. Je pense que ça restera. Maintenant, ne préjugeons pas de l'avenir. Nous ne savons pas ce qui va se passer dans les jours et les semaines qui viennent. Peut-être qu'on assistera à un retour d'une violence insensée. Et c'est aussi un avertissement. C'est-à-dire que si on ne prend pas la voie de la solution, on ira inévitablement dans l'escalade de l'inimaginable. Alors la situation demeure grave, comme on l'a vu, il y a quand même de l'espoir, comme tu l'as dit, il en demeure après tout. Et ça, c'est à mettre au crédit de deux grands acteurs internationaux, tu me diras si je me trompe, les États-Unis et le Qatar. Alors, je vais te poser une question à deux volets. Pourquoi eux ? Et pourquoi pas la France, qui est totalement hors du coup ? D'abord, pourquoi eux ? Alors d'abord, le Qatar et les États-Unis, c'est très différent de tous les points de vue. Ça n'étonnera personne que je le rappelle. Mais la stratégie du Qatar est une stratégie intéressante puisque c'est construire une politique étrangère sur l'art de se rendre indispensable. Nous ne sommes plus dans un monde de bipolarité où finalement les deux super grands dialoguaient directement. Nous sommes dans un monde de fragmentation, nous sommes dans un monde de fluidité, nous sommes dans un monde de coalition très flexible. Je ne dis même plus alliance, ça n'existe plus. Et donc, dans ce jeu très difficile à prévoir, très difficile même à concevoir, extrêmement mobile et fluide, un certain nombre d'acteurs malins peuvent se rendre indispensables. Et là, effectivement, si on regarde la nomenclature des 193 États membres des Nations Unies, il n'y avait pratiquement que le Qatar qui était dans cette position d'équilibre. On parle beaucoup de l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas dans cette position d'équilibre. L'Égypte a une autre utilité, dont on parlera peut-être, mais n'a pas cette utilité liée, je dirais presque, à l'équilibre absolu. Le dosage est absolument extraordinaire. On aide le Hamas, en même temps on claque la porte au nez de Khaled Meshal qui voulait retourner à Doha, capitale du Qatar. Khaled Meshal un des dirigeants du Hamas et qui était en Turquie pendant les événements, qui a voulu retourner au Qatar, et le Qatar s'y est opposé pour montrer que quand même il n'est pas l'ami intime du mouvement Hamas. Mais on pourrait ainsi continuer à montrer tout un tas de signes contradictoires. Le Hamas et le Qatar est sur un
plan d'équilibre. Les États-Unis, c'est tout à fait différent, je dirais que c'est presque le contraire. D'abord, les États-Unis ne sont pas dans une position équilibrée. Les États-Unis constituent le meilleur soutien d'Israël, tant sur le plan militaire que politique, diplomatique, économique et financier. Donc, de ce point de vue-là, les choses sont très claires. Les États-Unis, contrairement au Qatar, deuxième différence, ne sont pas en situation de progrès, mais en situation de régression de leurs capacités. Il était un temps, quand j'étais jeune, il n'y a donc pas très longtemps, où ne souris pas, où les États-Unis, en dialogue avec l'URSS, faisaient la pluie et le beau temps au Moyen-Orient. C'est comme ça qu'ont été gérés les deux grands conflits de 1967 et 1973. Et même encore en 2006, lorsqu'il y a eu cette opération israélienne sur le Liban, c'est quand même les États-Unis qui ont sifflé la fin de la partie. Aujourd'hui, les États-Unis n'ont plus de point d'appui au Moyen-Orient. Après leur défaite en Iran, en Afghanistan, en Irak, en Syrie, et depuis cette formidable autonomisation de la péninsule arabique, et notamment de l'Arabie saoudite et du fameux MBS, le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed Ben Sultan, les États-Unis n'ont plus de point d'appui. Le seul point d'appui qui reste, c'est Israël, mais là encore, on voit qu'il y a du mou dans la corde par rapport à ce que c'était autrefois. D'ailleurs, Netanyahou n'est plus le petit frère obéissant. Alors, face à cela, à cette régression de capacité, une diplomatie américaine intelligente, et je trouve que Anthony Blinken est un bon secrétaire d'État, qui a les bons réflexes, qui est actif, qui est dynamique, volontariste, comprend que si la guerre au Proche-Orient venait à s'aggraver et venait à déstabiliser l'ensemble de la région, les États-Unis seraient les premiers pénalisés, parce qu'ils n'auraient pas le levier d'Archimède qui leur permettrait d'agir sur les acteurs. Ils devraient passivement subir, comme d'un certain point de vue, ils ont passivement subi toutes les histoires dont je parlais tout à l'heure, l'Iran, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, etc. Et donc, l'obsession américaine, qui est une obsession stratégique, c'est surtout que tout cela ne dérape pas, que tout ça ne tourne pas à une catastrophe, parce que cette catastrophe montrerait leur impuissance et les laisserait dans l'impuissance. Ce qui donc affecterait leur image, mais affecterait même leurs intérêts vitaux. Ajoute à cela qu'il y a une très forte pression, on ne le dit pas assez, au sein de la société américaine, en faveur d'un nouvel isolationnisme, c'est-à-dire de savoir prendre ses distances par rapport à ces champs de bataille extérieurs qui coûtent très cher. L'intervention américaine en Irak, on dit que c'est entre 300 et 1000 milliards de dollars le coût, et ce n'est pas des fantaisistes qui disent ça, c'est la revue Le Lancet. Donc, et tout ça, les électeurs américains qui vont être interpellés l'année prochaine n'en veulent pas. Donc, les États-Unis déploient intelligemment, habilement, je pense, des efforts extraordinairement importants pour essayer d'étouffer le feu, ce qui les amène jusqu'à dire des choses qu'ils n'avaient jamais dites. Premièrement, faisant appel à la Chine en disant qu'il faudrait que la Chine nous donne un coup de main. Deuxièmement... C'est une mini-révolution quand même. Exactement. Mais attends, il y a encore pire en matière de révolution, ou encore mieux, ou encore plus, à savoir, finalement, on aurait besoin d'un cessez-le-feu, c'est-à-dire au-delà de la trêve. Et ça, Netanyahou ne voulait pas entendre parler. Et puis, on ressort de manière presque systématique la référence à une solution politique à deux États. Alors, cette solution avait été assumée autrefois par la Maison-Blanche, par les Maisons-Blanches, c'est-à-dire les présidents qui se sont succédés, mais on n'en parlait plus. Et dans cette période où Netanyahou, encore lors de la dernière session des Nations Unies, il n'y a pas si longtemps, rappelait que c'était fini ces histoires de solution à deux États, c'est quand même remarquable, en plein feu, que la diplomatie américaine remette cette affaire sur la table. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que fait le Qatar. Le Qatar, son intérêt, c'est de montrer qu'il est une puissance que l'on doit respecter.
Les États-Unis, leur intérêt, c'est presque le contraire. C'est de faire oublier qu'ils étaient autrefois la puissance régulatrice, mais qu'ils ont besoin d'une stabilité régionale qui risquerait autrement de leur faire perdre de nouveaux galons en matière de puissance régionale. Pour des raisons différentes et avec des niveaux de montée ou de descente qui ne sont pas les mêmes, ces deux pays obtiennent des choses et la France est complètement aux abonnés absents, malgré les initiatives prises par Emmanuel Macron, notamment un sommet de la paix à Paris. Pourquoi ça ne marche pas pour la France? Alors, d'abord, il faudrait rappeler, ce que j'ai un tout petit peu dit il y a un instant, c'est que ça ne marche pas pour la puissance. C'est-à-dire la France n'est pas le mauvais élève de la classe. C'est toute la classe qui montre son impuissance. C'est-à-dire ça, c'est quand même un tournant de l'histoire dont il faut prendre la mesure. C'est-à-dire l'incapacité des puissants d'hier et d'aujourd'hui. Parce que dans la nomenclature et en référence aux indicateurs classiques de puissance, l'Europe, les États-Unis, ça compte et ça compte beaucoup. Que ce soit le PIB, que ce soit les dépenses militaires, que ce soit les réseaux diplomatiques, ce n'est pas rien. Mais ça ne prend plus. Tu veux, la puissance n'imprime plus au Sud. Ça, c'est l'événement majeur de cette dernière décennie. On ne peut pas le dater, cet événement, mais on le voit en Afrique, on le voit au Moyen-Orient, on le voit un peu partout en Asie. C'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, la France, là-dedans, la France, elle a un peu la double peine. C'est-à-dire, elle est pénalisée parce qu'il y a cette incapacité et cette méfiance croissante des pays du Sud à l'égard de toute incarnation de puissance, et surtout de toute incarnation de puissance qui prétend réussir. C'est-à-dire, le paradoxe de Poutine, c'est qu'il est populaire parce qu'il apparaît comme une puissance. Il est populaire au Sud parce qu'il apparaît comme une puissance déclinante. Et ça rassure. La France aussi est déclinante d'une certaine manière. Elle est déclinante, mais enfin, elle n'a pas les mêmes syndromes, qu'il s'agisse du PIB et des performances économiques, de la capacité technologique, de la capacité diplomatique. Elle n'a pas les mêmes syndromes que la Russie, qui est en situation d'Alzheimer diplomatique, quoi, en quelque sorte. La différence est particulièrement remarquable. Et de ce point de vue-là, le paradoxe, c'est les échecs militaires de Poutine en Ukraine l'ont servi auprès du Sud, qui s'est trouvé rassuré en disant bah, cet homme-là est comme nous, quoi, en quelque sorte. Donc là, c'est déjà la première pénalisation de la France. D'autant qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que la Russie n'était pas une puissance coloniale, alors que la France était une puissance coloniale. Mais il y a derrière ça quelque chose qui est typiquement français. C'est-à-dire que je pense que la France est de tous les pays du monde. Mais bien entendu, là, je me limiterai aux anciennes puissances coloniales européennes, peut-être le seul qui n'ait pas su rompre avec son passé colonial. Et ça, il faudrait que les historiens, les sociologues, les politistes travaillent davantage sur ce sujet. Pourquoi la France, infiniment plus que la Grande-Bretagne, ne parlons pas de l'Espagne, du Portugal ou des Pays-Bas ou de la Belgique, autres pays colonisateurs, pourquoi la France a tant de mal de se débarrasser de ce syndrome colonial? Alors, ça crève les yeux en Afrique. La gestion de la crise nigérienne est un parfait exemple de la chose. Ne parlons pas du Sahel, de l'échec de Barkhane. On en parlera, mais je voudrais qu'on revienne un peu sur quand même Israël-Palestine et notamment la fronde des diplomates qui manifestement considèrent que les échecs de la France dans ce dossier du Proche-Orient sont quand même liés à l'action ou à l'inaction ou à la mauvaise action de l'exécutif d'Emmanuel Macron, pour ne pas le nommer. Alors, il y a plusieurs éléments, parce que effectivement, cette fronde de diplomates, et qui sont tous alors des diplomates à la retraite, mais des diplomates prestigieux, hein. Moi, je les connais presque tous, et c'est la fine fleur de cette diplomatie française qui était tellement appréciée et tellement évaluée dans le monde. Alors, il y a déjà, bien sûr, probablement consciemment ou inconsciemment, un malaise de cette diplomatie face à cette perte d'influence. Et du coup, dans cette ambiance nostalgique qui renvoie à ce que je disais il y a un instant, la sensibilité à des erreurs
politique du président de la République française s'en est trouvé aiguisé. Il est évident, on en avait déjà parlé à cette table, que ce voyage précipité, mais peut-être avait-il de bonnes raisons de précipiter ce déplacement vers le Proche-Orient, a amené Emmanuel Macron à faire des propositions qui ont fait pâlir ou sauter au plafond presque tous ses interlocuteurs, c'est-à-dire les interlocuteurs états-uniens, européens, mais aussi les gouvernements arabes et même le gouvernement israélien, c'est-à-dire cette idée de monter une coalition anti-Hamas et de daéchiser le Hamas, ce qui en plus montrait une analyse assez peu subtile de ce qu'est la réalité de la situation. Tout cela a profondément choqué et a du coup un peu décrédibilisé la diplomatie française. Et d'ailleurs, c'est ce que disent ces diplomates dans leur tribune. Et tout cela se greffe sur quelque chose qu'il faut quand même savoir, qui est indépendant du conflit du Proche-Orient, c'est que la Constitution de la Ve République a de facto, et non de jure, de facto laisser les questions internationales entre les mains du président de la République. Mais ce qui justement pouvait servir à un moment pour permettre au président de la République de faire des percées, et d'ailleurs qui a même servi à François Hollande pour l'opération Serval, qui était une opération qui a plutôt réussi et qui n'était pas l'échec renversant de Barkhane. Ça s'est quand même gâté. Et ça s'est gâté avant. Sur Barkhane. Finalement, l'incarnation présidentielle de la politique étrangère française, ça allait de soi du temps du général de Gaulle. Ses deux successeurs immédiats, Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing, ont bien joué, c'est-à-dire ont réussi à garder cette espèce de consensus. François Mitterrand, grâce à l'aide de Roland Dumas, ministre des Affaires étrangères, avait également maintenu un certain équilibre institutionnel avec le Quai d'Orsay. Ça s'est gâté avec Nicolas Sarkozy, avec Chirac déjà, avec Chirac, puis surtout Sarkozy et ses successeurs. Et à ce moment-là, il y a eu comme un bras de fer entre l'Élysée et le Quai d'Orsay, qui évidemment a tourné en faveur de l'Élysée, qui a plus de ressources, et qui a déplacé l'élaboration de la politique étrangère française du ministère des Affaires étrangères vers la cellule diplomatique de l'Élysée. Et ça a créé une rancœur très très forte qui était double. D'abord le sentiment qu'on appartenait à un ministère qui n'avait plus sa vocation de départ, et ensuite, et ça je l'ai entendu de multiples fois en témoignage, c'est les diplomates en poste à l'étranger qui avaient le sentiment que même leur TD, leur fameux télégramme diplomatique, n'était même pas lu, même pas pris en considération. Et tout ceci aboutit à quoi ? Il ne faut pas l'oublier, à la dissolution du corps diplomatique, ce qui était une erreur gigantesque compte tenu de la qualité de cette institution. C'était aussi une forme de mépris. Et voilà. Et donc, tout ça vient expliquer la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Alors toujours au sujet de la marche du monde et de l'influence française en Afrique, une actualité que les turbulences au Proche-Orient ont quelque peu éclipsé, la reprise de Kidal, ville symbole de la partition de fait du Mali, pays dont le nord est hors de contrôle de l'État central au profit de groupes djihadistes et séparatistes depuis plus de 10 ans. L'armée malienne a pris la ville stratégique de Kidal au groupe rebelle Touareg. L'insoumission de cette ville et de sa région était un motif ancien d'irritation à Bamako, y compris chez les militaires qui ont fait de la restauration de la souveraineté territoriale leur leitmotiv. Le communiqué du colonel Assimi Goïta annonçant la reprise de ce foyer historique des insurrections a été lu à la télévision nationale. 14 novembre, grâce à Allah, en raison du courage et de la détermination de nos femmes, un raid a été mené depuis quelques jours en direction de Kidal et de lourdes pertes infligées aux groupes armés terroristes. Aujourd'hui, nos forces armées et de sécurité se sont emparées de Kidal. Cette annonce parachève une offensive terrestre et aérienne lancée en fin de semaine passée. Les groupes rebelles avaient repris les hostilités en août. Le retrait de la mission de l'ONU a déclenché une course au contrôle du vaste territoire du Nord.
Bertrand, de nombreux problèmes sécuritaires continueront sans doute à se poser au Mali, mais la reprise de Kidal est une vraie victoire pour le pouvoir militaire qui y règne et un motif de fierté pour les Maliens qui ont vécu comme une humiliation le choix de François Hollande à l'époque, les aider à repousser les djihadistes, mais ne pas leur permettre de réimposer l'autorité de l'État à Kidal, le fief historique des insurrections successives. Et la Russie de Vladimir Poutine ainsi que le groupe Wagner peut donner l'impression d'avoir réussi, du moins provisoirement, là où la France et les Nations Unies ont échoué. Oui, tout à fait. C'était une erreur historique et une erreur emblématique que de refuser à l'armée nationale le droit de rentrer sur son territoire. Qu'est-ce qu'une armée nationale? C'est l'armée qui défend le territoire national. Qu'est-ce qu'un État? C'est cette organisation qui dispose du monopole de la violence physique légitime sur un territoire donné. Donc, refuser à l'armée malienne le droit de rentrer chez elle, c'était un double affront fait à l'idée même d'une souveraineté malienne, et donc la source d'un traumatisme profond et durable, qui montrait la fragilité de l'idée même d'intervention extérieure. C'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que l'intervention extérieure a été dénoncée et stigmatisée, et qui a ressuscité l'idée de néocolonialisme. Si les troupes françaises s'opposent à ce que l'État malien reprenne sa souveraineté sur son territoire, il n'y a pas de meilleure définition de la pratique coloniale. Et puis ça a ouvert la voie à toutes les théories, y compris les plus complotistes, sur, au fond, les Français, non seulement ils jouent un double jeu, mais ils soutiennent, ils instrumentalisent les djihadistes. Oui, enfin, ce que visait Hollande, il faut être complet sur ce point, c'était de donner une prime au mouvement Azawad, au mouvement Touareg, en pensant que s'ils reprenaient contrôle de leur ville, ils se verraient en quelque sorte satisfaits dans leurs attentes, ce qui pouvait ouvrir la voie à un processus de négociation. Mais évidemment, on ne traite pas comme ça sur le dos d'un État tiers. Et c'est ça l'erreur. Il ne faut pas oublier une chose, que l'on n'a pas suffisamment mise en évidence. C'est que l'opération Barkhane, et déjà l'opération Serval, a créé un sentiment profond et souvent inexprimé de frustration dans les armées nationales africaines. Sur le mode, eh bien donc on considère qu'on n'est pas capable de faire ce que seule l'ancienne puissance coloniale peut faire. C'est une double humiliation de ce point de vue-là, et qui se retrouve dans le processus de genèse des coups d'État militaires qui se sont produits au Mali, au Burkina Faso et au Niger. C'est-à-dire cette revanche de l'armée marginalisée, méprisée, considérée comme incapable, considérée comme une armée de carton ou de soudards ou de soldats de plomb, etc. Et on comprend mieux cette étrange fusion très nette au Niger qu'il y a entre le néo-nationalisme de la jeunesse et les coups d'État militaires menés non pas nécessairement par les chefs les plus haut gradés, même s'ils apparaissent sur la photo, mais aussi par de jeunes officiers qui sont l'expression de cette nouvelle génération nationaliste qui s'est sentie peut-être plus que leur chef méprisé dans cette affaire. Après tout, leur chef restait, je dirais, dans le circuit de la décision et de la reconnaissance institutionnelle et officielle. Les figures de Assimi Goïta au Mali et puis de Traoré au Burkina Faso sont des figures aussi d'un point de vue politique d'une jeunesse qui a été mise à l'écart politiquement par la démocratie entre guillemets, puisque les présidents du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta ou Compaoré, tous ces présidents historiques sont vieux et il n'est pas possible en réalité pour un jeune dans une Afrique jeune de prendre le pouvoir autrement que par un coup d'État bizarrement. Et c'est là que le symbole Sankara est tenace. Et a été instrumentalisé, utilisé par ces nouveaux là pour se crédibiliser. Question un peu théorique, est-ce qu'au fond, les crises dont on vient de parler ne sont pas aussi des crises du concept même d'État-nation ?
au Proche-Orient, c'est-à-dire Israël-Palestine, 2 États compliqués, imbriqués. Là, on pourrait y avoir peut-être une Belgique, en fait, et aussi au Mali, un État construit sur des frontières un peu artificielles et dont les contradictions ne sont manifestement pas gérables sans heurts et sans imagination politique qui permettrait peut-être de sortir d'une forme qui est en réalité une forme imposée par la colonialité et qui est une poursuite en réalité des modes de gouvernance coloniaux. Alors, il y a un fondement à cette comparaison, mais il y a aussi ses limites. Le fondement, c'est vrai qu'il s'agisse du Moyen-Orient ou qu'il s'agisse de l'Afrique, l'État est importé. Et il y a plus de 30 ans, j'ai écrit un livre qui s'appelait « L'État importé » pour dire « Attention, tout ça va très très mal finir ». Qu'est-ce qui se passe quand on importe un État ? Clé en main. J'ai connu mes professeurs à la faculté de droit qui rédigeaient les constitutions des États africains et qui étaient rémunérés pour cela. Bon, cette importation du modèle étatique a été souvent maladroite. Elle n'a suscité aucun sentiment d'adhésion ni de légitimité politique au sein de ces sociétés, a créé un divorce qui n'a pu être compensé que par des réactions très autoritaires qui sont devenues même des réactions prétoriennes et qui ont abouti souvent, pas toujours, mais souvent à l'effondrement pur et simple des États. Donc de ce point de vue-là, l'Afrique et le Moyen-Orient, pour des raisons que l'on pourrait d'ailleurs mettre en évidence, sont les 2 régions du monde qui ont le plus souffert de cette inadaptation et de cet artifice de l'État importé, et on en voit les effets même maintenant. Avec une différence quand même majeure, c'est que l'Afrique est à la recherche de son invention politique. Et ça, c'est des choses que l'on perçoit dans la jeunesse, justement, ce besoin d'inventer, comme les Européens, l'État-nation, ils ne l'ont pas sorti de la volonté de Dieu, ils l'ont inventé. Ils ont mis 4 siècles pour l'inventer, de Philippe le Bel jusqu'à la Révolution française. On a tâtonné pour définir ce qu'était l'État. Donc, ne jetons pas un regard méprisant sur les Africains qui, un demi-siècle après la décolonisation, sont encore à la recherche de leur modèle. Mais ça devient l'enjeu fondamental. Ce qui est un petit peu différent au Moyen-Orient, parce qu'au Moyen-Orient, il y a toute une série de modèles concurrents qui se font face. Et qui est compliqué, cette situation au Moyen-Orient, par le fait du conflit israélo-palestinien qui ne dérive pas de cette notion d'importation des États. On ne peut pas dire que l'État israélien soit un État importé. Un État fabriqué, disons. C'est un État qui a été construit par décision des Nations Unies, mais le fond du problème, qui existe depuis 75 ans, c'est que cette construction s'est faite dans l'ignorance du destin et des droits du peuple palestinien. Non, je dis ça parce que au moment de la Première Guerre mondiale, quand les empires anglais, français, etc. voulaient la peau de l'Empire ottoman, il avait été promis en même temps l'existence d'un foyer national juif, qui n'est pas forcément un État dans la forme que ça a pris, et aussi l'existence d'une grande nation arabe, parce qu'il y a eu finalement 3 grandes idéologies nationalistes est dominé, le panafricanisme, le panarabisme et le sionisme, qui sont ces 3 grandes idéologies nationalistes nées en Occident sous la domination, et qui finalement, pour les 2 qui sont le panarabisme et le sionisme, sont affrontés. Et puis peut-être quelque part, le rêve d'une grande nation arabe a pu être contrarié. Peut-être qu'il n'aurait jamais existé, même s'il n'y avait pas Israël, mais peut-être que ça devient un abcès de crispation. C'est pour ça qu'il y a une spécificité proche-orientale qui est le clash direct entre le sionisme et le panarabisme. Mais je dirais aussi un clash direct entre 2 revendications souveraines. La souveraineté de ce foyer juif et de ce peuple juif à la recherche d'une terre, ce qui est une quête tout à fait légitime, mais qui immédiatement enclenché un conflit que la communauté internationale n'a pas su prévenir ni gérer. Elle a même aggravé. Et d'un certain point de vue, elle l'a aggravé. En Afrique, ce problème ne s'est pas posé. C'est pour ça qu'il y a des différences. Maintenant, donc,
où est ressuscitée l'idée d'une solution à deux États, il faut réfléchir à la façon de surmonter ce clash entre le sionisme et le panarabisme, entre cette revendication concurrente de deux souverainetés qui ne peut se faire que sur la base d'une reconnaissance mutuelle. Et reconnaissance, je ne l'emploie pas seulement ni principalement en termes de droit. On sait ce que c'est que la reconnaissance juridique. C'est pas compliqué, il suffit de signer un papier. La reconnaissance, c'est la reconnaissance humaine, c'est-à-dire la reconnaissance non seulement des droits de l'autre, mais de l'égalité des droits de l'autre et de moi-même. Et ça implique la valorisation de l'autre. Nous sommes dans une situation de dévalorisation de l'autre. Construire une solution à deux États, c'est techniquement possible. Mais la vraie question, c'est est-ce culturellement possible ? C'est-à-dire, est-ce que l'on est prêt à abandonner cette vision stigmatisante que l'on a de l'autre et surtout cette vision hiérarchique que l'on a par rapport à l'autre ? On est en train de découvrir que les services de renseignement israéliens savaient que cette attaque du 7 octobre allait avoir lieu et le savaient depuis 1 an. Qu'ont-ils dit, d'après les sources dont on dispose actuellement? Que non, c'est trop compliqué, ces gens-là ne sont pas capables de faire ça. Et ces gens-là que le ministre de la Défense a appelés des animaux... des animaux humains, quand même. Des animaux humains, oui. Bon, je veux bien, mais enfin, ça me fait penser à ce ministre finlandais qui parlait des Moyen-Orientaux comme des singes du désert. Quand même faire attention à tout ça, parce que derrière la violence des mots, il y a l'expression profonde d'une non-reconnaissance de l'altérité. Et c'est là que ça va se jouer. C'est pour ça que j'ai fait ce livre sur la subjectivité. C'est là le vrai ressort des relations internationales. C'est pas la puissance qui fait les relations internationales. C'est l'acceptation de l'autre. Merci Bertrand. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode de Le Monde n'a pas de centre, la chronique internationale de Bertrand Badi. Si vous l'avez aimé et que vous le pouvez, apportez-vous notre soutien en devenant sociétaire ou abonné du média. Merci d'être fidèle aux médias, la chaîne d'infos et de combat sur le canal 350 de la Freebox aujourd'hui, sur toutes les box, on l'espère, demain, sur YouTube et nos plateformes numériques, sur notre site internet aussi. Moi, je vous dis à plus.